Alors, ce qui se passe maintenant au Nigeria, personne n'en parle, mon cher Régis Le Sommier, c'est assez frappant. Et là, c'est intéressant parce qu'au Nigeria, ce sont des villages chrétiens qui sont massacrés dans l'indifférence presque totale de la communauté internationale depuis plusieurs années. Des familles sont décimées, des églises brûlées, des enfants abattus pour leur foi. Donald Trump est le seul chef d'État, vous me contredirez s'il le faut, Régis Le Sommier, à être sorti du bois pour condamner fermement ces massacres de chrétiens. Il accuse le gouvernement nigérian de fermer les yeux sur ces crimes et menace désormais de couper les ailes, voire d'intervenir militairement. Où est la communauté internationale? Où sont les voix qui s'élèvent quand les innocents tombent? Jusqu'à quand restera-t-on spectateur de ces massacres? Alors, mon but, en vous montrant tout ça, n'est pas de dire ces gens ont raison, mais c'est de montrer la complexité de la situation et de rappeler qu'il y a une aspiration profonde à vivre en paix, en dépit des difficultés, en dépit des drames de l'histoire, et dont la réelle tragédie est la manière dont elle a été mise en échec par des psychopathes malveillants qui ont tout fait pour empêcher cela. Faut-il rappeler qu'on était à 2 doigts de la paix, à une paix durable à un moment donné? Je passe la parole à Renaud Girard, qui était à Gaza au moment où les accords d'Oslo ont été signés. Donc vous voyez, c'était quoi, 93, si je ne m'abuse. Donc ça fait il y a 30 ans. Écoutons comment c'était à Gaza il y a 30 ans et ce qu'il a vu de ses yeux étant sur place. J'étais à Gaza, envoyé par le Figaro, au moment de la signature des accords d'Oslo. Et c'était le soir, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Amérique, et tout le monde était devant sa télé. Il faisait assez chaud, c'était en septembre, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand Yasser Arafat et Rabin se sont serrés la main, il y a eu une immense clameur dans toute la ville de Gaza. Je suis descendu dans la rue, toutes les rues se sont remplies de monde, et j'ai vu ce spectacle extraordinaire des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens étaient partout, ils gardaient tous les bâtiments publics, se précipiter sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru qu'une paix était possible. Et cette paix a été négociée de manière extrêmement sensée par Rabin, qui disait « il combat le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation de paix, et je négocie comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » C'était très sensé. Et la campagne de Netanyahou contre Rabin a fait qu'on a assassiné Rabin le 4 novembre 1995 à Tel Aviv, et qu'ensuite toute option de paix était impossible, d'autant plus que Netanyahou est revenu au pouvoir assez vite. Et je lui reproche aussi d'avoir privilégié le Hamas. On sait qu'il a publiquement soutenu le financement du Hamas par le Qatar, et puis je lui reproche son obsession sur les colonies en Cisjordanie, colonies qui sont illégales, qui sont contraires au droit international, que nous condamnons, nous Français, que les Américains aussi d'ailleurs condamnent. D'accord, donc la paix était là. La paix était là, les peuples ne demandaient que la paix, toutes les conditions étaient réunies, et voilà. En février 1994, un extrémiste juif massacre 29 fidèles musulmans au tombeau des patriarches à Hébron. Le 4 ou le 5 novembre 1995, un autre fanatique juif assassine le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, partisan d'un accord. Et ce ne sont pas les Palestiniens qui ont assassiné Rabin, c'est Netanyahou. Les médias de masse, c'est le cas en France, et vous connaissez bien les médias français, font face à une perte de confiance très importante du public, qui s'aggrave d'année en année. Ils sont perçus comme peu crédibles, peu indépendants, proches du pouvoir, proches des grandes fortunes. Néanmoins, leur poids demeure énorme, notamment dans les phases décisives qui sont les phases électorales. Les premiers exemples opérants de shadow banning, d'opérations militaires américaines qui étaient destinées offensivement aux adversaires des États-Unis, qui se sont retournés contre les citoyens américains, c'est pendant Covid. C'est
tout à fait documenté, documentable. Je pense que on n'est pas du tout dans la conspiration. On choisit de s'y intéresser ou non, mais ça existe, sans partager les points de vue de tous. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et je constate que c'est très difficile, y compris pour des gens qui défendent leur originalité, leur dissidence, comme les insoumis, qui disent « nous sommes insoumis ». Parce qu'ils sont soumis à des dictates qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Trump a fait de sa détestation publique des médias mainstream un argument de vente. Déjà en 2016, je pense qu'il soupçonnait qu'il y avait chez une partie de l'électorat cette dissidence ou cette distance. Il faut voir que quand on sonde des Américains aujourd'hui, et c'était en octobre, juste avant les élections, c'est un électeur sur 10, en fait un Américain sur 10, qui fait totalement confiance aux médias dits traditionnels. Bonjour à tous, petit billet d'humeur sur l'attaque terroriste sur l'île d'Oléron. Vous avez remarqué, les attentats au nom de l'islam ont une particularité, c'est qu'ils commencent tous par Allah Akbar et se terminent par rien à voir avec l'islam ou cas psychiatrique. Voilà. C'est à se demander pourquoi on retrouve jamais de tels cas qui tuent au nom de Jésus, Yahvé ou Bouddha. Voilà. Alors dans cette affaire, on découvre quoi? On découvre un Français de souche anarchiste s'est converti à l'islam, fonce sur des gens en voiture pour appliquer le Coran à la lettre, je vous rappelle, tuer les associateurs où que vous les trouviez. Voilà. Sourate 9, verset 5. C'est limpide. Et face à ça, quelle réaction du gouvernement? Alors le ministre Laurent Nunez tente de dissimuler le motif terroriste. Le Allah Akbar, vous avez dû le voir. Alors j'ai envie de dire, rien surprenant pour un ministre de gauche. Le président Emmanuel Macron qui parle, lui, d'attaque. Oui, d'attaque, d'accord, très bien, Emmanuel. Mais contre qui l'attaque? Dis les termes, Emmanuel. Attaque terroriste, attaque islamique, attaque contre le peuple français. Voilà. On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait eu moins de pudeur de gazelle pour jeter l'opprobre sur le policier dans l'affaire Naël. Alors, bref. On n'est plus en sécurité nulle part, l'islam fait des ravages dans notre pays. Éric Zemmour, d'ailleurs, il a raison quand il parle de rechristianiser la France, non pas d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue culturel. Et d'ailleurs, je vous invite à lire son livre, il est très intéressant. Enfin bref, écoutez, moi je suis contrarié, je suis énervé, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée. Revendique socialiste, qui est un gros mot aux États-Unis. Ah et ça l'est, et c'est aujourd'hui la ligne de fracture, elle va être de choisir, ami occidental, est-ce que vous allez aller dans le socialisme communisme ou est-ce que vous voulez choisir la voie du bon sens et faire renouveler soit ce rêve américain, soit ce cauchemar socialiste. C'est vraiment le communisme, ce que dit Zoran Mamdani, encadrer les loyers, on le fait en France. Ah oui, c'est vraiment problématique parce que ça c'est de fait demander aux propriétaires, après, dans plein de grandes villes françaises, mettre en place des magasins alimentaires gérés par le gouvernement, enfin je veux dire, ça rappelle ce qu'on pouvait voir dans l'Union soviétique ou dans les moindres dictatures communistes. Donc c'est un vrai problème. Mais avec un coût de la vie à New York, vous le savez très bien, qui est démentiel. Non mais c'est que demain on rase gratis et c'est un projet qui est pas du tout fait, un budget qui est pas financé et qui est fait de propositions qui sont en l'air sur lesquelles il n'a pas du tout la compétence de baisser ou d'augmenter différentes taxes sur lesquelles qui ne relèvent pas de sa compétence. Donc encore une fois, on verra, on jugera à la lueur de son bilan, mais là pour l'instant ces propositions elles sont certes clivantes, c'est un axe. Est-ce qu'il sera tenu garant? Est-ce qu'il y aura un crédit de ça? Mais je pense que surtout, c'est la pire chose qui pouvait arriver aux New-Yorkais, d'une part, d'avoir Zoran Mamdani comme maire, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver aux États-Unis, de voir que cette épreuve socialiste va sans doute leur dire que c'est sans doute pas la voie qu'ils doivent emprunter.